Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Aujourd'hui, je vous invite, comme chaque semaine, à rejoindre Getter pour nous retrouver pour le plus d'Immédiat. Getter, c'est Twitter, mais sans la censure, c'est parfait, c'est simple. Retrouvez-nous et retrouvez donc le plus d'Immédiat, ce contenu exclusif uniquement disponible sur Getter, sur le compte de TV Liberté. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, au sommaire, les racailles ont trouvé un nouveau passe-temps pour tuer le temps et c'est traîner les passants en voiture comme des chiens. C'est des images barbares qu'on va analyser cette semaine. Notre premier sujet traite de la profanation et de l'attaque sur la basilique Saint-Denis, le tombeau des rois, le joyau patrimonial français, qui a été donc profané et attaqué. C'est plus de 8 églises qui ont été attaquées en 11 jours en France, un phénomène inédit qui est passé au silence par les médias. On passera, comme chaque semaine, bien sûr, la presse en revue, avant de nous amener au deuxième sujet, donc, qui va porter sur les vœux de la presse de Zemmour, les vœux à la presse, pardon, des déclarations choc vis-à-vis de la case journalistique, et on peut dire qu'il partage en tout cas le constat que l'on dresse sur Immédiat depuis maintenant plusieurs années. Immédiat numéro 378, c'est parti. Alors je le disais à l'instant, Jean-Yves, les racailles ont trouvé un nouveau moyen de tuer le temps, de passer le temps. Une vidéo à Noisy-le-Sec, dans le 93, montre des coupables, donc des individus en voiture, attraper un passant et le faire courir alors qu'ils accélèrent en voiture. C'est des images quand même d'une violence inouïe et c'est notre image de la semaine. Oh. Oula, tu vas courir. Arrête tes conneries. Oula, tu vas courir. Arrête de tomber. Arrête. Arrête tes conneries. Ah putain. Arrête. Arrête de tomber. Oui, alors, il y a un côté, c'est la marque de l'ensauvagement. Et effectivement, on a vu ça, on a déjà vu des scènes de ce type où on faisait courir des chiens. Là, on fait courir des hommes. Donc c'est un phénomène existant déjà. C'est un phénomène existant et on peut penser que ça va se développer puisque c'est un modèle. Les gars se filment dans un esprit de se valoriser. Alors après, bon, ils vont être attrapés quand même par la justice, du moins on peut l'espérer, mais c'est une expression de l'ensauvagement, de la barbarie. On voit là d'ailleurs un choc un peu de génération entre des jeunes Algériens qui traînent un vieil Algérien, peut-être d'ailleurs que les vieux Algériens sont parfois des Kabyles, donc pas forcément bien vus de ceux qui sont pas kabyles. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, il y a un traitement absolument sordide, qui n'a pas fait beaucoup de bruit dans les médias. Oui. On imagine exact. Si les auteurs, ceux qui, une hypothèse évidemment infiniment improbable, avaient été des jeunes blancs suspectés de racisme, alors là, on avait tous les 20 heures, tout le temps. Là, finalement, bon, c'est de la petite racaille de banlieue, ça fait des petits articles. Voilà. Mais c'est quand même, c'est la marque d'une dégradation, parce que là, c'est du sadisme pur.
À la limite qu'on empêche les policiers de rentrer dans une cité pour continuer à faire le trafic de drogue. Voilà, c'est du business. C'est du business, on va dire. Voilà. Là, c'est de la sauvagerie, de la barbarie. C'est de l'humiliation, c'est faire mal pour faire plaisir. C'est extrêmement déroutant de regarder ça, de les voir hilar comme ça. Et comme vous l'avez dit, un traitement médiatique, on va dire, assez pauvre. Assez pauvre. C'est la base du traitement médiatique, minoration de certains faits, majoration d'autres faits. Voilà. C'est ça le biais fondamental, finalement. Par-delà tous les autres biais. Alors, il y a une réaction sur CNews de Pierre Gentillet, un avocat qui est très bien sur la plupart des sujets, même sur le Covid. On l'écoute tout de suite. La réponse pénale, la réponse carcérale, déjà qu'elle est mauvaise. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, pardon. Je ne sais pas si pour un délit comme ça, on aurait une peine de prison suffisante. Et ce n'est même pas le sujet. C'est est-ce que la prison est suffisante pour ces gens-là ? Moi, je pense que là, en fait, il faut poser le cadre. Ça va peut-être être un peu tranchant ce que je vais vous dire, mais je pense que ces gens-là, moi, je n'appartiens pas à la même civilisation que ces gens-là. C'est pas possible. Prendre un SDF, n'importe qui, le traîner comme ça, alors que la personne crie et dit d'arrêter, et manifestement, je pense qu'elle a eu des dommages. On est au-delà même de l'ensauvagement, enfin on est dans l'ensauvagement que décrivait un peu Oberton, mais vraiment je pense qu'on peut utiliser le mot de décivilisation. Nous n'appartenons pas, moi je n'appartiens pas à la civilisation de ces gens-là. Je veux dire, j'ai pas grandi dans une France comme ça. Vous savez, je viens plutôt d'un petit village. Quand je suis arrivé à Paris, tout ça, j'ai découvert la violence du monde urbain, d'une catégorie particulière urbaine. Ça m'apparaît toujours comme une énorme violence. Nous n'avons pas à vivre avec ces gens-là. Ces gens-là doivent être mis hors d'état de nuire, peu importe ce que la droit prescrit. Nous n'avons pas à vivre avec ces gens-là. On passe tout de suite donc à notre premier sujet de la semaine, la profanation de la basilique Saint-Denis, mais aussi d'autres églises en France. La basilique Saint-Denis est un des joyaux de notre patrimoine et de notre histoire nationale. Elle fait partie du grand triptyque, on va dire, Jean-Yves, Notre-Dame de Paris, basilique Saint-Denis et puis cathédrale de Reims. C'est les grands lieux qui ont marqué notre histoire, c'est le tombeau des rois. Et pourtant, lorsqu'un marginal guyanais la vandalise et brise des statues, la nouvelle ne fait pas grand bruit. Pire encore, l'événement est minimisé ou carrément tu par la plupart des médias. Heureusement, la Réinfosphère fait un petit peu le travail. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec cette histoire, Jean-Yves, on va y revenir, c'est le déroulé et la diffusion, la transmission de ces informations. Ça part donc d'un journaliste, d'un pigiste chez Boulevard Voltaire, Jean Bexon, qui explique donc le 8 janvier, 3 jours après les faits, qu'un individu a détruit 3 statues, brisé une vitrine et endommagé la crèche de la basilique Saint-Denis. C'est repris le lendemain par Valeurs Actuelles. Et là, alors, le diocèse de Saint-Denis est quand même obligé de réagir publiquement. Alors, ils font un petit communiqué qui n'a pas une grande portée médiatique, on va dire, puisque c'est publié assez sobrement sur leur site. Ils ne mentionnent pas la barre de fer, ils ne mentionnent pas les cris de l'agresseur. C'est en quelque sorte la première étape de la minoration, par l'Église elle-même, peut-être par peur, on ne sait pas trop. Le Figaro reprend l'actualité le même jour, donc le 9. Et après, 2 jours plus tard, c'est quelques articles au compte-gouttes, La Croix, Le Parisien, quelques articles nationaux. La plupart des médias n'en parlent pas, Jean-Yves. Voilà, alors là, on est dans le même processus d'occultation, minoration. On occulte d'abord, quand on ne peut plus tout à fait occulter, on minore, et très peu de médias le reprennent, alors qu'effectivement, vous imaginez une série de saccages dans des mosquées, là encore, on aurait la une des 20 heures, les condamnations qui pleuvraient de tous les secteurs de la vie politique. C'est vraiment hallucinant entre ce qu'on occulte d'un côté et ce qu'on monte en épingle de l'autre. C'est-à-dire que là, on a des bris de statues dans plusieurs églises, pas seulement, on va y revenir, pas seulement à Saint-Denis. On va y revenir. Finalement, ça fait beaucoup moins de bruit qu'un simple tag. Un simple tag sur une mosquée, ça peut déplacer le ministre de l'Intérieur. Oui, là, il va attendre 3-4 jours et qu'il y ait 8 ou 10 églises pour commencer à faire un petit communiqué. Bon, il va peut-être publier un tweet, mais c'est pas sûr. Il a publié un petit tweet, un petit communiqué, voilà. Alors, mais c'est quand même beaucoup moins grave qu'un tag sur une mosquée, vous imaginez. Mais non, mais oui. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est que vous l'avez dit, 8
8 églises ont été attaquées de manière différente. Parfois, c'était des cambriolages, parfois, c'était des profanations, de la destruction pure, parfois, c'était du vol de matériel qui traînait un petit peu dans la nef. 8 églises en 11 jours, Jean-Yves. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la basilique Saint-Denis, déjà, on n'en parle pas beaucoup, mais alors les autres églises, on n'en parle pas du tout. Pas du tout. Pierre Sautarel note assez précisément et acuitement que quand on cherche finalement l'agression sur l'église de Bondy, on ne trouve rien dans Google Actualité. J'ai vérifié ce matin, il y a quand même 2 articles, un du Parisien et un du Figaro, il me semble. Mais c'est quand même une omerta, en fait, finalement. C'est une omerta médiatique, un silence, une chape de silence qui est posée sur tous ces sujets. 8 églises, c'est quand même énorme. Et c'est les réseaux sociaux, c'est les sites de réinformation, Boulevard Voltaire, c'est la revue de presse F de Souche qui publie ces informations. Et sans eux, finalement, on n'aurait pas accès à ces informations vitales. Absolument. Et ça a un sens idéologique, parce que vous avez vu que dans beaucoup de cas, on décapite les statues. Hein, c'est-à-dire qu'on a un phénomène de vandalisme, mais au sens un petit peu originel, et on a un phénomène iconoclaste. On supprime la représentation humaine. Il y a eu d'autres périodes de l'histoire française où il y a eu cela, d'ailleurs. Pendant les guerres de religion, il y a eu ce type d'opération pendant la Révolution française. Et Dieu sait si la basilique Saint-Denis, le tombeau des rois, a été profané à l'époque de la Révolution française. Et on a l'impression qu'on arrive là vers une nouvelle période iconoclaste qui vient quand même assez largement de ce qu'on pourrait appeler les milieux islamo-gauchistes, ou en tout cas qui est couvert par et promu par cette mouvance-là. On écoute tout de suite Charlotte Dornelas qui a réagi sur CNews. Mais voilà, il y a, depuis le 1er janvier, il y a 8 églises et c'est probablement pas exhaustif parce qu'il faut aller en effet chercher dans la presse, en général dans la presse locale qui rapporte les faits et ensuite les compiler. Alors là, les réseaux sociaux nous aident beaucoup et tout ce qui est appelé la fachosphère, on pense au site... En l'occurrence F de Souche, que je cite, parce qu'ils font ressortir des informations. Ils sont souvent très attaqués, c'est une revue de presse. Il y a en effet des statues dans les crèches notamment qui ont été décapitées. Il y a des photos complètement dingues. On voit la Sainte Vierge ou le petit Jésus dans la crèche décapité avec les têtes à côté. Et il y a évidemment des gens qui fracturent le tabernacle. Les églises et les chrétiens de manière générale sont infiniment plus attaqués aujourd'hui en France que les autres religions. En général, la manière d'analyser ça, c'est de dire forcément, il y a beaucoup plus d'églises. Bon, alors évidemment, il y a beaucoup plus d'églises. Tout le monde s'en souviendra au moment où il faudra reconnaître les racines chrétiennes de la France. Ce sera plus simple. Et après, il y a une réaction absolument inexistante des autorités médiatiques, on va dire. Alors, indépendamment du fond et de la différence de traitement médiatique selon les événements, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'en l'occurrence, les médias alternatifs, là, et au cas particulier Boulevard Voltaire, font du journalisme de terrain. C'est-à-dire qu'ils vont rechercher l'information à la source. Et ils sortent l'information. Alors que les médias dominants, qui sont quand même gavés d'argent, gavés de subventions, qui ont énormément d'employés, ils se contentent très souvent de reproduire les dépêches de l'AFP, qui elle-même évite de traiter certains sujets. Je n'ai pas vérifié d'ailleurs si l'AFP a fait une dépêche. Je ne crois pas, parce que si l'AFP avait fait une dépêche, on aurait sans doute trouvé davantage d'articles que là, ce qui est quand même extrêmement rare, on va dire. Voilà. Merci Jean-Yves. On passe tout de suite à notre revue de presse. Nous l'avions très brièvement mentionné dans notre émission de la semaine dernière, la ville de Milan a connu de nombreuses agressions sexuelles lors de la nuit du Nouvel An. Nous pensions qu'elles étaient 2 à être agressées, elles sont en réalité 9 et toutes par des étrangers sur la Piazza del Duomo, comme nous l'apprend un article du Figaro, Jean-Yves, 18 hommes soupçonnés d'agression sexuelle en réunion lors du Nouvel An. Et alors, repris par F de Souche, des faits très graves comme à Cologne. Je pense que la comparaison est valable. Alors la comparaison est valable. Alors pardon à nos spectateurs, nous avions annoncé 2 victimes. En fait c'est 9, peut-être d'ailleurs on découvrira que c'est un peu plus que cela. Pardon d'avoir participé nous-mêmes
à la minoration d'un événement. Là aussi, c'est très symbolique parce que la cathédrale de Cologne, c'est un lieu emblématique de l'Allemagne. La place du Dôme à Milan, c'est un lieu emblématique de l'Italie. Peut-être le lieu le plus emblématique de la ville de Milan, d'ailleurs. Voilà, le lieu le plus emblématique, en tout cas, de la ville de Milan, qui est la capitale industrielle, économique de l'Italie. Donc, c'est pas, ça a du sens, ça a de l'importance, et c'est donc l'expression d'une conquête territoriale. Et d'une conquête physique finalement, puisque on occupe le territoire central de grandes villes européennes et on essaye de conquérir physiquement des femmes européennes. C'est ça que ça signifie. Et évidemment, on n'en parle pas beaucoup, alors que ce sont des événements tout à fait majeurs. Bravo Figaro d'avoir relayé cette information. Ce n'est pas le cas des autres médias mainstream. Enfin, des médias de grand chemin. Alors, le 10 janvier, on va parler d'un autre média de grand chemin, Le Monde publie un article « Lutte contre le séparatisme islamiste, l'arsenal renforcé de l'État », faisant état d'un accord entre le ministère de l'Intérieur et l'entreprise Airbnb. Les clauses de cet accord qui étaient énoncées dans l'article du Monde était un petit peu flou, mais on comprenait finalement qu'un dispositif visait à surveiller les piscines afin d'identifier de potentiels intégristes musulmans. La nouvelle pourrait connaître un retentissement véritable dans le monde arabe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette affaire, Jean-Yves, et ensuite la rectification du Monde? Alors, apparemment, le Monde essayait de montrer que le ministère de l'Intérieur allait utiliser des moyens technologiques pour contrôler le séparatisme musulman. C'est d'ailleurs une tendance, je serais tenté de dire assez naturelle, du ministère de l'Intérieur, d'utiliser les moyens technologiques et de penser, ce qui est sans doute très naïf finalement, qu'on va régler des problèmes profonds de société avec des moyens technologiques. Mais enfin, c'est une croyance assez répandue. Au cas particulier, il y a un manque total d'esprit critique du journaliste. Parce que qu'est-ce que le journaliste nous dit ? On va utiliser des caméras, des drones, pour voir s'il y a, si j'ai bien compris, des femmes voilées dans les piscines des villas louées par Airbnb. Bon, je veux dire, des femmes voilées, il n'y a pas besoin de drones pour survoler des piscines pour en voir. J'ajoute que c'est quand même tout à fait hallucinant, puisque les femmes voilées se répandent dans l'espace public, elles se répandent lors des sorties scolaires pour accompagner les sorties scolaires, donc elles se répandent dans l'espace public. Sur les bancs de l'école et sur les bancs de l'école, l'université. Madame Pécresse avait d'ailleurs soutenu la présence de femmes voilées à l'université. Bon, donc elles sont partout. Pourquoi il y aurait besoin d'envoyer des drones pour les surveiller ? Dans des piscines privées, où là, on n'est pas dans l'espace public. Donc, le journaliste aurait pu faire preuve d'un minimum d'esprit critique. Ben non, il a avalé le bobard jusqu'au fond de la gorge. Je ne sais même pas où il l'a trouvé. Sans aucune vérification, il n'y a que sans le Monde aucune analyse critique de la vraisemblance. Oui. Hein, voilà, alors tous ces gens-là qui dénoncent les fake news, ils avalent le bobard le plus grossier, alors avec évidemment des conséquences, parce que ça va alimenter, et ça a été repris par la presse turque, ça va alimenter l'idée qu'on persécute les musulmans, ces pauvres musulmans en Europe, en l'occurrence, la femme voilée qui est dans une piscine privée louée sur Airbnb, c'est pas vraiment une pauvre vraiment, non. Ah oui, non, c'est plutôt la femme une des femmes d'un émirat. Voilà, on peut penser que c'est cela. Donc ça peut évidemment créer des remous. Enfin, c'est complètement... ça prouve vraiment le manque de discernement de ces journalistes. Quelque chose comme ça pourrait déclencher une manifestation de 2 mois en Turquie. Absolument. Et alors, Le Monde
qui voulait quand même rectifier son erreur, l'a fait à la fin de l'article, dans un petit encart assez difficile à repérer, en disant, voilà, on a supprimé cette information sur Airbnb qui n'était pas vérifiée. Et comme à chaque fois, finalement, ils disent un bobard, ça a des conséquences et ça rentre dans la tête des gens. Par contre, la vérification, personne ne la voit passer et c'est oublié. Mais par contre, le bobard est resté. C'est ça qui est... c'est ce qu'il faut démontrer. C'est la règle. C'est la règle. Alors, Jean, le bobard est durable. Le bobard. Le bobard, c'est du bobard durable. Et généralement, il est recyclé aussi. Il est recyclable aussi, parce que tous les ans, on a des bobards qui reviennent. Absolument. C'est super, c'est écolo en fait, le bobard. Oui, le bobard est écolo. Le bobard est écolo. Alors, vous vous souvenez tous des mots d'Emmanuel Macron de la semaine dernière, ou d'il y a 2 semaines, à l'égard des non-vaccinés qu'il voudrait emmerder et qu'il juge irresponsables. Dans une entrevue accordée aux Parisiens, et c'est à vous, l'émission de France 5, qui a révélé que le panel de lecteurs sélectionnés pour interroger le président, donc sélectionné par le Parisien, était en réalité composé à majorité de soutien d'Emmanuel Macron, soit dans leur vie personnelle, soit dans leur vie professionnelle, Jean-Yves. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Un panel de macronistes. Voilà, un panel de macronistes. Enfin, c'est normal. Le Parisien, c'est le journal dont M. Arnaud est le propriétaire, LVMH. Donc, rien n'est trop beau pour Macron. Ouais, c'est complètement hallucinant. Alors, le Parisien essaie de contrôler les dégâts en expliquant qu'ils n'avaient pas vraiment vérifié. Bon, est-ce que c'était prévu ou est-ce que on ne sait pas trop comment ça s'est déroulé, mais en tout cas, c'est pas une preuve de journalisme très intelligent. Un article de Morandini nous explique. Ces 7 personnes qui avaient été sélectionnées avaient de nombreux intérêts en commun avec le président Emmanuel Macron. L'une d'entre elles avait travaillé pour un homme politique qui était le soutien d'Emmanuel Macron. L'autre venait d'un environnement familial très pro-Macron. Alors, un article assez rigolo de RTL. Le chef du service politique du Parisien qui explique « Nous, journalistes, avions été choqués finalement par ces mots parce que on en avait compris les conséquences que ça pourrait avoir sur la société. Mais par contre, les lecteurs, eux, ces lecteurs sélectionnés par le Parisien pro-Macron, n'avaient pas été choqués du tout. Il en tire la conclusion que le peuple français, dans sa globalité, finalement, pourrait avoir des mots encore plus durs que le président vis-à-vis des non-vaccinés. Le peuple macroniste. Ah, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il reconnaît que le mot a été prononcé par Macron dans le débat, et qu'ensuite il a été confirmé, puisqu'ils ont envoyé le compte-rendu, en quelque sorte, à l'Élysée, qui a validé, cette fois de manière tout à fait pensée, réfléchie, l'expression « il faut emmerder les non-vaccinés », qui correspond à la pensée profonde de l'immense président Macron. Alors, si vous le permettez, Jean-Yves, on va revenir sur un journal également macroniste, c'est le JDD, le journal du dimanche. Et les choses commencent à bouger dans la rédaction. Donc, dans le contexte de reprise de Vivendi, qui est propriétaire du JDD par le groupe Bolloré, c'est Jérôme Béglé qui est nommé au poste de directeur de la rédaction du journal. Le Jérôme Béglé, c'est un personnage qui paraît assez discret, qui était directeur adjoint de la rédaction du Point. Oui, qui était au Figaro Magazine aussi avant, en poste de directeur adjoint aussi, je crois. Et qui passe également pas mal de temps sur CNews dans les émissions de Pascal Praud. Mais ça commence à changer. Il y a déjà des remaniements qui sont opérés au sein du JDD. Peut-être une ligne éditoriale qui va venir changer dans les semaines ou dans les mois à venir. Mais on ne connaît pas grand-chose sur ce personnage. Non. On imagine que c'est centre-droit, droite. Voilà, moi j'ai pas d'opinion très arrêtée sur Jérôme Béglé, qui est jusqu'ici passé sous nos radars. On va essayer de regarder ça de plus près. On suivra ça avec attention. Alors un médecin / professeur de plateau a été repris très justement par Pierre Gentillet sur LCI la semaine passée, alors qu'il prétendait que la majorité des personnes en réanimation étaient jeunes. Alors on écoute ça tout de suite. Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés en réanimation sont des patients jeunes. Le dernier patient auquel je pense, 35 ans, une obésité morbide, qui ne veut pas se vacciner parce que c'est une grippette, et qu'on prend en charge entre les urgences, la réanimation, avec des besoins majeurs en oxygène, et qui peut-être, dans les jours qui viennent, va mourir.
Écoutez, j'entends beaucoup ces arguments, et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est toujours la même façon de les avancer. On me dit toujours, et c'est souvent un médecin, il me dit, moi dans mon service, j'ai une personne de 30 ans, j'ai une personne de 20 ans, j'ai même un enfant, etc. Le 8 janvier, sur 3821 personnes en réanimation, 328 avaient moins de 40 ans. Sur tout le mois de décembre passé, selon Santé publique France, il y a eu 4462 décès du Covid. 28 étaient des personnes de moins de 40 ans. Alors, une belle remise au point, assez sourcée. Hein. Décidément, Pierre Gentillet aura été présent dans notre émission, Jean-Yves, à 2 reprises, dans 2 extraits différents. C'est un excellent réformateur, courageux, précis et qui travaille. Ce qui est rare. Là, on a un petit combo avec ce médecin de plateau qui fait une généralité d'un cas. Ceux qui sont en réanimation sont jeunes, qui est indécent, parce qu'il décrit quand même un de ses patients, jeune, forte obésité, pas vacciné, et dont il annonce qu'il va probablement mourir. C'est sympa pour la famille, si la famille le regarde. Voilà, il y a de l'indécence. Ensuite, il y a l'utilisation de l'émotion. On prend un cas. Et il y a la négation de la réalité. La réalité, elle est ramenée par Gentillet, mais elle est ramenée de manière rationnelle. Vous connaissez l'histoire, un mort, ça m'émeut, 1 500 000, c'est de la statistique. Phrase qu'on prête à beaucoup de personnages historiques. Staline. Mais là, en l'occurrence, on a un cas, et c'est toujours comme ça, c'est avec les médecins de plateau, et en face, il y a les chiffres. Alors les chiffres, qu'est-ce qu'ils sont sur les réanimations, au 8 janvier, 10% au moins 40 ans. Et encore, s'agit-il non pas de quadragénaires pris de manière aléatoire, mais plutôt de quadragénaires ayant d'autres comorbidités, Diabète, notamment l'obésité. Bon, voilà. Et sur les décès, sur une période différente, on a 28 décès sur 4400 décès, 28 de moins de 40 ans, donc on voit que c'est extrêmement faible. C'est ça la réalité. C'est la réalité qui est camouflée par les cas particuliers, par l'émotion. Et c'est difficile de remettre les faits en place parce que vous opposez des statistiques à des cas particuliers. Vous opposez la raison à l'émotion. Et toute la gestion du Covid, elle a été faite, elle continue d'être faite par l'émotion. Par l'émotion, oui. Puis il y a une certaine froideur finalement dans le fait d'être celui qui délivre la statistique. Ah bah oui, c'est le salaud. Oui, voilà. Celui qui délivre la statistique, c'est le salaud. Il n'a pas d'empathie. Il n'a pas d'empathie. Il délivre les statistiques. Bah oui, si, il peut avoir de l'empathie, bien sûr, mais une politique sanitaire, ça se fonde sur une analyse globale, une analyse nationale, une analyse de population. Pas sur les cas particuliers, je le dis quand même parce qu'il faut le rappeler. En hiver, il meurt tous les jours 2000 personnes. Quel que soit d'ailleurs qu'il y ait de Covid ou pas de Covid, il meurt en moyenne en hiver 2000 personnes. Grippe, des gastro. C'est infiniment triste pour ceux qui meurent, c'est infiniment triste pour ceux qui voient des proches partir, mais c'est malheureusement la réalité de la vie. Et d'ailleurs, les choses vont s'accélérer au cours des années à venir, tout simplement parce que la population âgée, très âgée, est de plus en plus nombreuse et que par conséquent, la mort va moissonner. Voilà, c'est comme ça. Covid ou pas Covid. Oui. Bon alors, j'aimerais revenir un petit peu sur l'actualité médiatico-médiatique, on va dire, Jean-Yves. Ce sont 2 anciens directeurs de rédaction qui viennent gonfler les rangs de l'opinion en ce début d'année, Laurent Geoffrin et Hervé Gattegno. Alors, tous 2 connus des services d'immédiat, quand même. Ah, connus des services d'immédiat, ce sont des vétérans. Remarquez, je ne vais pas critiquer les vétérans. C'est des vétérans du politiquement correct, ce qui n'est pas exactement mon cas. Non. Mais, alors, ils sont recrutés par l'opinion. Bon, c'est un peu sympa,
c'est une sorte de pré-retraite en quelque sorte. Bon, alors l'opinion, c'est intéressant quand même parce que c'est un média qui est assez peu connu, qui n'est pas un média grand public, mais qui s'appelle pas l'opinion de manière totalement innocente, puisque au gros l'opinion, il s'agit un peu de faire l'opinion ou de contribuer à faire l'opinion de ceux qui font l'opinion. Donc c'est important. C'est un journal assez sérieux. C'est un journal d'influence. C'est un journal d'influence. De gros Et tirage. alors évidemment, de l'influence, vous allez me dire pour qui ? C'est quand vous regardez Le Capital, vous avez tout de suite compris, vous avez M. Nicolas Bétou, qui est un libéral libertaire, on peut dire. Très proche de Macron. Vous êtes très proche de Macron. Vous avez M. Arnaud, Arnaud, LVMH, là, bon, ça va, on voit à qui on a affaire. Vous avez le groupe Bettencourt. Bon, là aussi, c'est quand même du point et du point. Du bon capitalisme. Hein. Et puis, alors là, on a quand même... vous avez le Wall Street Journal qui est aussi dans l'affaire. Donc on voit très bien dans quel sens... C'est le même acabit, ces deux journaux, sauf que l'opinion est quand même moins lue. Voilà, alors l'opinion est moins lue, mais elle vise à influencer. Bon, on peut imaginer que... ça sera plutôt de l'influence au moment de l'élection présidentielle, soit pour Monsieur Macron, soit pour Madame Pécresse, qui ont tous les deux été sur les fonds baptismaux du politiquement correct, la French American Foundation, le groupe de Davos, le groupe de Bilderberg. Voilà. Oui. Voilà, c'est assez... C'est un parcours classique. Parcours classique, voilà, journal d'influence. Alors, je rappelle simplement, on ne l'a pas dit, Laurent Geoffrin, ancien directeur de la rédaction ou de la publication de Libération, et Hervé Gattegno, ancien directeur de la publication de Paris Match et JDD. Voilà. Et finalement, c'est ce que vous me disiez en coulisses, c'est un EHPAD pour journalistes virés. Oui, quoi, là, vous êtes un peu dur. Oh, vous êtes un oui, peu mais je l'ai trouvé très drôle, alors ouais, je voulais quand même le dire. L'opinion est un EHPAD pour journalistes virés. Et alors, une dernière petite... on a eu ce matin les données sur l'audience radio des différentes chaînes. Assez intéressant, Jean-Yves. Europe 1 qui continue sa baisse par rapport à l'année précédente, malgré la reprise par le groupe Bolloré. Également, France Info, qui par contre se gamelle, selon les mots de l'article de jean-marc-morandini.com, qui se gamelle avec... c'est eux qui perdent le plus d'audience dans tout le tableau des chaînes d'infos. Alors, il faut donner là un commentaire un peu nuancé, parce que France Info, c'est quand même un média de propagande. Bon. Alors, peut-être il y a un peu de lassitude de la part de l'auditorat. Europe 1, il y a une volonté de réorientation, on va dire... pluraliste, mais qui peut-être a pu choquer un certain nombre d'auditeurs. Hein, donc, il y en a plus qui sont partis que ceux qui sont arrivés. Je crois d'ailleurs surtout que dans le cas d'Europe 1, alors je ne sais pas la raison, je crois que ce qui a fait beaucoup souffrir, c'est le départ de Cantou, qui était un humoriste assez drôle, pas toujours politiquement incorrect, mais assez drôle, ce qui est assez rare pour les humoristes d'aujourd'hui. Et donc, le fait qu'il est parti, il a dû conduire à une petite perte qui n'est pas encore compensée par l'arrivée de nouveaux voilà. Auditeurs. Bon. Après, c'est les données de novembre-décembre. Ça concorde à peu près avec la reprise par Bolloré, donc c'est peut-être normal qu'il n'y ait pas encore eu Oui, il y a peut-être... Il n'y a pas d'effet... voilà, c'est à suivre. On verra. Peut-être que la tendance va se continuer et se pérenniser. Il y a aussi une question sur la radio, c'est les habitudes des gens, finalement. Ils ont un petit peu leur station fétiche. Alors, s'ils ont quitté Europe 1 il y a 1 an, ils n'ont peut-être pas eu l'idée de revenir sur Europe 1 pour voir le changement. Voilà, c'est tout un tas d'hypothèses. On n'en sait pas plus que ça. Bon, merci Jean-Yves. On passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine. C'est les vœux à la presse d'Éric Zemmour. Grosse déclaration de Jean-Yves. Ne nous quittez pas. Alors, à l'occasion de ses vœux à la presse, Éric Zemmour a fustigé la casse journalistique et n'a pas gardé sa langue dans sa poche, c'est le cas de le dire. Les thèmes évoqués, Jean-Yves, c'est un peu les nôtres finalement.
le conformisme des journalistes, leur politiquement correct, l'indoctrination à laquelle ils sont sujets dans les écoles et dans les rédactions. Finalement, c'est ce qu'on dit sur Immédiat depuis des années. Bon, moi, je suis là depuis 3 mois, mais c'est ce que vous dites sur Immédiat depuis quasiment 7 ans, Jean-Yves. Je vous laisse en parler. De toute façon, vous étiez à cette réunion et vous avez assisté à ces vœux de la presse. Oui, alors j'étais à ces vœux à la presse. J'étais à ces vœux à la presse, effectivement, dans la mesure où j'ai rejoint le comité politique d'Éric Zemmour, que je soutiens. Donc je le dis aux spectateurs, puisque ils peuvent trouver qu'à tel ou tel moment, je peux être un peu partisan. Nous allons continuer de traiter le traitement médiatique de tous les candidats, de Marine Le Pen, de Madame Pécresse, aussi justement de Jean-Luc Mélenchon, on le fera aussi justement qu'on le peut. Et si j'étais tenté par un petit manque de neutralité, je compte sur vous, Jules, pour ramener les choses dans le bon ordre politique. Je crois que c'est tout à fait honnête de le dire. Alors, ceci étant, c'était assez intéressant ces vœux, parce que les vœux, en général, c'est un exercice. Les vœux. Ouais, généralement, les vœux à la presse, on n'en parle même pas dans la presse. Les vœux à la presse, ça consiste à passer de la pommade à la presse, voilà. Bon. Ouais. Alors, ce qui s'est toujours fait, la presse a toujours été ménagée, y compris d'ailleurs. Moi, je me souviens de périodes où la presse était d'une violence contre le Front National très forte, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, et où malgré tout, les vœux à la presse, c'était plutôt aimable. Là, Zemmour a mis un peu les pieds en place, qui était sa marque de fabrique, en interrogeant les journalistes sur mais pourquoi êtes-vous mal aimé, et il aura un peu dit ce qu'il en pensait, lui-même étant quand même issu de la caste journalistique. C'est un dissident de la caste journalistique, mais peut-être faut-il écouter ce qu'il a dit et puis on le commentera après. C'est exact. C'était hier, et j'étais l'un d'entre vous. Ah, bien sûr, j'étais différent aussi. Et pour 3 raisons. D'abord, j'étais de droite. Alors que, souvenez-vous, 99% d'entre vous avaient soutenu bec et ongle François Hollande avant d'être 99% à défendre Emmanuel Macron. Ensuite, je parlais, j'écrivais le français, alors que votre langue maternelle est le politiquement correct. Enfin, j'étais populaire. J'étais le plus controversé d'entre nous et d'entre vous, oui, mais également le plus applaudi. Alors que vous n'êtes ni controversé, ni applaudi. Vous qui m'avez souvent présenté comme l'homme le plus détesté de France, vous étiez en réalité, et vous êtes toujours, les hommes et les femmes les plus mal aimés de France. Mais qui ne vous aime pas? Le peuple, mes bons amis. Alors, qu'est-ce qu'il a dit finalement ? Je connais la facilité d'utiliser les angles des confrères, par peur de l'originalité, peur de penser par soi-même, par peur d'être marginalisé. Donc, il attaque le conformisme des médias. Le service public ne crachera plus sur le contribuable au petit déjeuner. Il ne giflera plus le réel tous les soirs à 20h. Qui ne vous aime pas ? Le peuple, mes bons amis. Et... voilà, il parle justement de la perfusion par laquelle vivent les médias, en faisant référence à l'argent public, aux deniers publics. Et il parle aussi également de son propre parcours journalistique. J'étais de droite, j'étais différent, donc parce que j'étais de droite, j'écrivais le français alors que vous parliez le politiquement correct, et j'étais populaire. Ces vœux à la presse, ils étaient longs, Jean-Yves, ils ont duré près de 20 minutes, il me semble. Et il a véritablement fustigé la caste journalistique. Qu'est-ce que vous pensez des propos qui ont été tenus ? Est-ce que ça fait écho avec ce que vous disiez sur Immédiat ? Alors, je crois qu'il y a une chose qu'il n'a pas dite, mais qui est assez intéressante. Quand vous regardez les articles qui lui sont consacrés, en général, on le définit comme le polémiste d'extrême droite radicalisé. Polémiste d'extrême droite radicalisé. Si vous demandez à un journaliste, mais pourquoi vous répétez cette espèce de mantra, eh bien, il va vous dire, oui, mais si je ne le dis pas, les autres vont me reprocher
d'être pro-Zemmour. Oui. Et c'est là qu'il y a une application concrète du conformisme. Et vous retrouvez la même phrase partout, ou presque partout, parce que celui qui ne l'utilise pas est suspect. Oui. Voilà. Et ça rejoint la formule de Ménard, formule de Ménard qui, lui, soutient Marine Le Pen, en l'occurrence, c'est pas Éric Zemmour. La formule de Ménard, c'est quels sont les principaux adversaires de la liberté de la presse ? Ce sont les journalistes. Puisqu'ils s'imposent à eux-mêmes. C'est pas seulement les patrons, en l'occurrence. Hein, on sait quelle influence que jouent les grands détenteurs du capital. Forcément. Mais c'est le contrôle par le voisin. Oui. Voilà. Hein, ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et quand vous voyez une formule sur le polémisme d'extrême droite, ou que vous voyez, quand on parle de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, les deux candidats d'extrême droite, c'est quasiment une obligation professionnelle de qualifier ainsi. Voilà. On ne qualifie pas de la même manière Madame Pécresse ou Monsieur Macron. De toute Voilà. évidence. Bon, mais d'ailleurs, c'est normal. On n'a pas besoin de qualifier ni Madame Pécresse ni Monsieur Macron. Mais on a besoin de qualifier Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour. Alors, il y a un extrait que j'ai trouvé quand même particulièrement intéressant, c'était Charlotte Dornelas sur CNews qui parlait justement de ce manque de solidarité parmi les journalistes quand il s'agissait de journalistes de droite. On l'écoute tout de suite. Vous entendez des journalistes qui vous disent ça ? Ah, il y en a quelques-uns, hein. On peut parler. Mais simplement, on n'appartient plus à la corporation. Parce que les journalistes se protègent entre eux comme c'est pas possible de le faire, sauf quand vous dérapez. Là, quand vous sortez de la ligne, je peux vous assurer qu'à Valeurs Actuelles, on sait que la confraternité a quelques limites. Hein. Ça... Oui, alors ça, c'est une chose, effectivement, qui est très forte. Il y a une extrême confraternité de journalistes. Vous touchez un poil de barbe de l'un, c'est un scandale mondial. Sauf si c'est un journaliste politiquement incorrect, ou pas tout à fait dans la doxa, auquel cas, alors là, vous pouvez le tabasser, physiquement, vous pouvez le traîner ou par une mentalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Et Charlotte Dornelas a tout à fait raison de pointer cela. Bon. Merci pour votre honnêteté, Jean-Yves. Merci pour vos analyses chaque semaine. Merci pour cette belle émission. Merci à tous de nous avoir suivis, comme chaque semaine, pour ce petit rendez-vous, TV Liberté. Je vous invite donc à nous rejoindre sur Getter. Je vous rappelle qu'il y a l'immédiat, le plus d'immédiat, sur Getter en exclusivité, sur le compte de TVL. Je vous mets le lien dans la description. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.